fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, mec? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Chez nous, on dit les masculinités, car il y a 1000 manières d'être un homme et la diversité de nos invités dans les saisons précédentes en témoigne. Cette semaine, c'est l'artiste Pomme qui s'est installée derrière notre micro. Après sa victoire de la musique en tant que meilleure artiste féminine de l'année, elle a entrepris la création de son nouvel album. Une période qui fait forcément remonter à la surface les doutes et les insécurités. Elle nous raconte ça avec spontanéité et optimisme. Elle nous raconte aussi son rapport au féminin, au masculin, à l'environnement dans lequel elle a grandi et les choix qu'elle fait pour se sentir bien aujourd'hui. Pour commencer, voici sa définition du bonhomme. Ah ouais, c'est quoi pour moi un bonhomme? Moi, je pense à l'expression genre t'es un bonhomme. On disait ça beaucoup dans mon adolescence quand j'ai grandi à Lyon. J'ai grandi en banlieue lyonnaise et je crois qu'on peut un peu y mettre tout ce qu'on veut parce que je le vois pas comme un truc forcément négatif. Et en même temps, bonhomme, tu vois, la sémantique, c'est quand même bon, homme. Donc ouais, c'est plutôt positif. Dans ma tête, c'est genre un homme viril, quoi, un peu. Dans l'utilisation, en tout cas, moi, que les gens en faisaient autour de moi, adolescente, genre t'es un gars sûr, un peu. Mais en vrai, je sais pas d'où ça sort et je sais pas ce que ça veut dire à la base parce qu'un bonhomme, c'est aussi un petit dessin d'enfant, hein. Mais bon homme, ça veut dire un homme bon. Donc franchement, c'est un peu nimp. Moi, dans ma tête, quand tu me dis un bonhomme, je pense à mes camarades de classe de quand j'avais 15 ans qui disaient ouais, t'es trop un bonhomme, tu vois. Ils te le disent à toi, aux filles aussi? Oh non, aux garçons plus. Mais c'est devenu une expression, tu vois, comme à Lyon, on disait pélo. On disait pélo pour tout le monde, on disait pélo pour les filles, pour les garçons, c'était genre mec, tu vois. Donc ça m'aurait pas étonné qu'on me dise ouais, t'es grave un bonhomme, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est un gars qui a confiance en lui, quoi, dans ma tête. Est-ce que t'en connais justement des bonhommes? Est-ce que t'as grandi avec des bonhommes? Est-ce que ton père c'est un bonhomme? Est-ce que ton frère c'est un bonhomme? Alors mon frère non, parce que c'est le dernier de la famille, il a grandi avec 3 sœurs et il a eu plein de petits problèmes de santé qui ont fait que en fait c'est pas du tout un bonhomme, genre, et c'est pour le mieux parce que c'est vraiment un mec qui a grandi avec son temps, qui a 20 ans et qui est hyper ouvert d'esprit, hyper pas du tout dans la représentation, pas du tout dans la masculinité toxique et tout. Mon père c'est un peu un bonhomme, sauf que je sais que pour le coup, lui, c'est pas sa vraie personnalité et que c'est un truc qu'il incarne parce que c'est un homme de 55 ans et que du coup, il a appris à faire ça, mais alors qu'au fond de lui, il est pas du tout comme ça. Quand tu dis faire ça, c'est rester dur, assez fier, pas montrer ses sentiments. Genre dur, colérique, être le patriarche, tenir la maison, être fan d'argent, être fan de grosses voitures, tout ça. C'est une partie de sa personnalité qui, je trouve, quand tu le connais vraiment bien, c'est un truc, je suis en mode, mais c'est pas du tout toi, en fait. Mais bon, en même temps, il s'est construit là-dessus. C'est ça qui est fou, c'est que du coup, ça devient lui parce que quand t'as 55 ans, bah, c'est dur de faire, ok, je recommence à zéro et finalement, j'aime le ballet classique. Enfin, tu vois. Donc, mon père, de ouf. Mais les bonhommes autour de moi, c'était les mecs à l'école parce que moi, j'ai grandi genre en banlieue lyonnaise et j'ai grandi juste à côté d'une cité et mon école primaire, notamment au collège aussi, c'était que des mecs qui faisaient peur à tout le monde, quoi. C'était que des mecs qui prenaient plaisir à faire peur à tout le monde. Et moi, au début, j'avais un peu peur et puis du coup j'ai grandi entourée de bonhommes et de mecs qui sont tout le temps en train de chercher la merde et du coup genre j'ai plus du tout peur d'eux maintenant, quoi. Il y en a plein qui sont devenus mes potes mais c'était vraiment genre c'était des voyous, quoi. C'était chaud, mon quartier c'était chaud et ça se voit pas sur mon visage, je sais, mais en fait voilà, c'était une cité qui était juste à côté de chez moi, il y avait plein de gens différents, il y avait à la fois des maisons avec des gens plus aisés et puis des banlieues avec des gens qui fuyaient leur pays et tout, donc c'était assez intense et il y avait toutes sortes de gens, mais les mecs c'était souvent des bonhommes, ils faisaient peur aux professeurs, genre ils lançaient des trucs sur le tableau et tout et genre ils faisaient peur à tout le monde globalement. Et mais du coup, moi j'ai grandi avec ça, donc j'ai je sais pas, j'ai de l'affection un peu, tu vois, pour T'as vu les failles aussi bah, dans ce modèle-là? Ouais, je suis en mode je comprends pourquoi vous êtes comme ça, je comprends que moi j'ai pas du tout connu potentiellement le tiers de ce que vous avez connu. Il y en a plein qui fuyaient, ouais, tu vois, la guerre qui fuyait, il y en avait plein. En fait, ils venaient de partout et aujourd'hui, tu vois, et même à l'époque, hein, franchement, au début, t'as un peu peur parce que t'es en mode ah, il va me taper et tout, puis parce que évidemment, ils se frappaient tout le temps avec les autres mecs. Ou d'un moment, t'es en mode ouais, mais en fait, ils ont pas du tout la même réalité que moi, donc c'est de la défense. Enfin, c'est une construction pour se créer
un personnage qui fait que ils vont jamais rentrer dans les trucs d'émotion ou parce qu'on leur apprend jamais et que donc ouais, il y avait que des bonhommes moi, il y avait que des mais je les aimais trop hein, franchement. Et tu parlais de ton père rapidement, est-ce que du coup par opposition ta mère a eu le rôle qu'on attendait d'une femme à l'époque de cette génération-là, du coup en compensation, être plus dans la douceur? Alors pas trop. En fait, mes parents, c'est un couple un peu chelou. J'ai pas trop compris comment ils ont fait en fait pour être compatibles parce que ils se sont rencontrés hyper jeunes. Ma mère, elle avait 19 ans et ils sont toujours ensemble depuis le début. Et ça fait genre 30 ans qu'ils sont mariés et tout. Et en fait, c'est un peu l'opposé, quoi. Mais pas en mode l'opposé. Ma mère, elle est la caricature de la femme qu'on attend d'elle et tout. Pas du tout. Mon père est une caricature un peu du patriarche. Parfois, quand il fait pas l'effort, en tout cas, de faire gaffe à pas être une caricature de lui-même. Et ma mère, elle est plutôt hyper libre et plutôt dans un truc où elle montre pas trop ses sentiments non plus, mais hyper libre au niveau de comment elle s'habille, de comment elle incarne sa féminité. Et c'est beaucoup moins une caricature que mon père. Ma mère, elle est vraiment genre un peu hippie dans l'âme, tu vois. Elle a grandi, sa famille c'était un peu nimp. Elle est fille unique et elle s'est émancipée à 16 ans. Elle voulait absolument avoir une famille parce sa famille c'était pas du tout, il y avait pas le cadre quoi. Et non, je sais pas comment décrire ma mère. Elle montait sur les arbres pour pas que les gens coupent les arbres et en même temps, elle a jamais porté de soutif de sa vie. Elle s'est jamais épilée, enfin tu vois. Donc c'est un match un peu étrange. C'est aussi un bonhomme en même temps. Un peu. Je pense que ma mère, elle s'est jamais posé ces questions-là de la féminité, mais que naturellement, elle avait une espèce de liberté de s'habiller, d'être qui elle était, sans avoir à se plier à des codes, tu vois. Et toi, il y a des choses que t'as pris de l'un, de l'autre, pas du tout de l'un, pas du tout de l'autre? Ouais, des deux de ouf. Mon père, il a énormément d'humour et je ris tout le temps avec mon père. Enfin, je crois que voilà, mon père, il me fait énormément rire. Donc, je pense que l'humour de mon père, c'est un truc que j'ai pas en mode je suis hyper drôle, mais en mode c'est hyper important pour moi de faire rire et de rire aussi, tu vois. Et ma mère, je pense que simplement en étant une fille, du coup, et en m'identifiant à ma mère comme si c'était une fille, j'ai même pas eu à réfléchir à savoir si je devais m'habiller comme si, m'épiler ou parce que ma mère, elle faisait rien de tout ça et que du coup, j'étais en mode ok. J'avais l'exemple des femmes qui le faisaient dans la rue et puis j'avais l'exemple de ma mère qui le faisait pas et du coup, je pense que ça m'a donné une base en fait de liberté qui est hyper importante dans ma vie aujourd'hui où j'ai pas eu à déconstruire, enfin un peu parce que quand je me suis confrontée aux autres, je voyais bien que toutes les autres filles à 12 ans, elles s'épilaient, que elles portaient des vêtements de marque et tout, donc j'avais un peu envie, mais chez moi à la maison, j'avais pas du coup c'était pas appuyé sur ce truc-là, c'était un autre exemple de féminité, donc non, les deux m'ont inspirée sur différents aspects quoi. Est-ce que tu te souviens de comment t'étais quand t'étais petite? Ouais, j'étais l'enfant étrange de ma fratrie parce que j'étais très sensible, pas hyper sensible parce que je sais que c'est un trouble diagnostiqué et j'ai jamais été diagnostiquée, mais très sensible. J'avais l'impression d'être tout le temps incomprise. Moi-même, je comprenais pas trop comment fonctionnaient les relations. J'étais un peu perdue tout le temps. Et du coup, je sais que j'étais parmi mes frères et sœurs la plus turbulente, même si c'est un grand mot, tu vois, mais j'étais celle qui pleurait le plus, coupait la parole, genre j'étais celle qui avait le plus de remarques de profs en classe et tout, malgré le fait que j'avais des bonnes notes et que j'adorais l'école, mais j'étais la plus indisciplinée dans l'échelle de discipline de ma famille, c'est-à-dire que mes frères et sœurs, ils sont genre des élèves modèles, quoi, tu vois. Et j'étais très genre je parlais aux animaux, j'étais un peu dans mon monde. Il y avait beaucoup de trucs que je trouvais hyper tristes et hyper durs et tout, et j'étais en mode mais pourquoi moi c'est pour ça que je te dis très sensible sans tu vois, j'ai jamais été diagnostiquée mais vraiment méga sensible à ressentir plein de trucs. Je pleurais tout le temps pour des trucs, enfin des fois je me souviens, j'étais dans mon bain et ma mère elle rentrait du travail et j'étais en mode peut-être qu'elle va jamais rentrer et je pleurais, tu vois. Et ouais, en fait, je pense que c'était un peu les prémices de l'anxiété après et de juste être une personne anxieuse et d'être une personne qui doute et qui se sent un peu inadaptée parfois, tu vois. Et t'arrives à dompter ça aujourd'hui mieux que plus petite? Bah ouais, parce que maintenant je fais des chansons et que du coup c'est une force, tu vois, genre j'en fais des chansons, les gens ils les écoutent, ils me donnent de l'argent, c'est super. Donc, non mais tu vois, genre c'est mon métier et c'est trop bien en fait. J'arrive à transformer ça et même maintenant c'est pas du tout un problème, tu vois. Au contraire, c'est un truc
j'aspire à me sentir bien et à me sentir adéquate et en même temps j'ai pas l'impression que la société elle va changer en 30 secondes et du coup j'ai pas l'impression que je vais me sentir adéquate demain, mais ça me dérange plus du tout, tu vois. Est-ce que tu avais des activités ou des passions un peu particulières quand tu étais enfant? Ouais, j'avais plein de passions, j'ai toujours eu plein de passions moi. Bon, déjà je chantais tout le temps, c'était ma passion. J'écrivais énormément, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des nouvelles et tout. Je me souviens qu'en CM1, CM2, je lisais les petites histoires que j'avais écrites à mes camarades de classe. Je faisais plein d'activités, j'ai fait du cirque pendant super longtemps. C'est très drôle parce que j'ai vraiment la gueule de l'emploi, quoi. Genre vraiment, tu sais, quand je fais des interviews, les gens qui m'aiment pas, bon, c'est à chaque fois, c'est jamais vraiment du gros hate vénère, mais c'est genre trop une circassienne qui fume des Marlboro, tu vois. Et je suis en mode genre, mais j'ai jamais fumé, tu vois. L'insulte ultime, tu sais, genre. Ouais, j'ai jamais fumé, mais par contre, j'ai fait du cirque. Et oui, je vous l'accorde, j'ai fait du monocycle. C'est vrai? Oui. Mais j'étais comme j'étais pas hyper adaptée à, tu vois, genre aux autres enfants à l'école, j'étais tout le temps en train de répondre, de dire au prof ouais, il y a une faute au tableau et tout, parce que j'étais trop fan d'orthographe. Du coup, j'allais dans des activités où c'était un peu en dehors de tout ça, la musique, la chorale, le cirque. J'ai fait plein de trucs, franchement, j'avais plein de passions, les animaux, j'ai toujours été passionnée des animaux, aussi tout ce qui est fantastique, genre tout ce qui existe pas mais qui dans ma tête ça existait, tu vois, genre le monde un peu imaginaire et tout. Enfin, tu vois, j'étais complètement passionnée de 1000 trucs et ça, c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui où je suis une personne passionnée, quoi. Tu vois, vraiment, genre, si un truc qui m'intéresse, je vais me renseigner, je vais faire que ça. Tu vois, là, ça fait 1 an et demi que je fais du japonais, mais je fais 2 heures de japonais en cours particulier par semaine, quoi. Tu vois, c'est pas genre, je regarde des articles sur le Japon, quoi. Tu vois, c'est genre, je suis quelqu'un qui aime m'intéresser à des trucs en particulier hyper précis et Et tu vas au bout des choses. Ah ouais, vraiment. 呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい悲しみは数えきれないけれどその向こうできっとあnaたに会える。 Est-ce que tu te souviens, en grandissant, enfin enfant ou ado, si tu te questionnais sur ce qu'il y avait de masculin ou de féminin en toi, est-ce que c'est quelque chose qui a amené des questions ou pas du tout? Pas enfant. Je dirais peut-être fin d'adolescence, tu vois, genre 18-19 ans, j'ai commencé à me poser la question. Mais franchement, c'est assez récent que je conscientise le fait qu'il y a une masculinité obligatoire un peu et une féminité obligatoire, que on parle de ce truc d'avoir un masculin et un féminin équilibré, et c'est récent quand même. Je dirais que c'est dans les 3-4 dernières années, tu vois. Et ça vient comme un questionnement, comme une envie de répondre à quelque chose, ou au contraire, une envie de déconstruire et de pas rentrer dans ces clichés, dans ces normes-là? C'est plus un questionnement, encore en cours, dans le sens où, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé toutes les réponses et je suis pas sûre de savoir comment me positionner par rapport à ça, tu vois, parce qu'il y a tellement, en fait, de courants de pensée qui se sont créés autour du masculin, du féminin, même, tu sais, masculin sacré, féminin sacré, tu sais, des trucs genre comme si ça venait d'un truc extérieur et puis en plus de ça, il y a toutes les questions de transidentité aussi, tu vois, qui sont que dans la société, il y a plein de gens qui sont nés biologiquement femmes, qui se sentent hommes, et puis des gens qui sont nés hommes, qui se sentent femmes. Et du coup, moi, je suis dans une période d'apprentissage, d'information où j'essaie de comprendre comment me positionner par rapport à tout ça, en lisant aussi des expériences de gens qui vivent ces trucs-là aussi, parce que moi, je vis pas ça, la transidentité, tu vois. Enfin, typiquement, on parle de masculin, de féminin. C'est exactement ce genre de questionnement-là aussi, de genre la biologie vs en fait l'identité des gens et comment ils se sentent. Donc non, je suis pas dans un truc où je sens que ma pensée elle est complètement formée. J'ai l'impression d'être en totale réflexion, de me renseigner et d'avoir tous les éléments avant de pouvoir émettre un avis. J'ai pas envie de dire genre voilà, moi je pense ça là du masculin et du féminin sans avoir consulté en fait déjà les personnes concernées aussi, parce que moi je suis née femme et je me sens femme, mais ça empêche pas que, tu vois, par exemple, je me sens pas du tout adéquate par rapport à ce qu'on demande aux femmes dans la société, tu vois, et à la féminité que les femmes doivent avoir, et genre comme s'il y avait un seul moyen d'être femme. Donc non, c'est vraiment une espèce de réflexion que j'ai depuis quelques années et qui est nourrie un peu en permanence par plein de trucs, quoi. Mais justement, enfant, tu t'es jamais senti te dire si je fais ça, c'est plus comme un garçon, donc je m'empêche. Si. Ah si,
Si, c'est vrai, en fait. Tu vois, tu me dis ça, moi, je faisais du foot et j'avais les cheveux courts et en fait, tout le monde me disait genre, ouais, jeune homme et tout et ça me faisait trop chier. J'étais en mode, mais pourquoi? Genre, pourquoi tu me dis jeune homme? Genre, pourquoi tu pars du principe que si je fais du foot et que j'ai les cheveux courts? Mais je conscientisais pas que c'était un problème sociétal. J'étais en mode, ah, il y a une vieille qui m'a dit jeune homme parce que j'ai une coupe enfin, j'avais même pas une coupe au carré, j'avais les cheveux courts à un moment donné. Et j'en voulais trop à ma mère parce qu'elle m'avait dit franchement ça va trop bien t'aller et tout. Et je sais pas pourquoi, c'était un peu un délire de ma mère. Et je pense que ma mère, pour le coup, elle conscientisait beaucoup plus ce truc-là. Et ma mère, elle nous a toujours interdit de porter du rose avec mes sœurs. Et tu vois, c'était carrément hyper intense. Et du coup, moi, j'étais juste en mode genre, ouais, il y a 2-3 meufs, 2-3 personnes qui sont un peu connes. Mais j'étais pas en mode, c'est un problème de société, tu vois. Est-ce que le fait qu'on t'interdise de porter du rose, ça t'a donné envie d'en porter Pas du tout. Ouais. Ma grande sœur, oui, par contre. Ma grande sœur, elle est devenue ultra girly dans, elle est très rose, elle adore le rose, elle a jamais coupé ses cheveux depuis 20 ans. Enfin, genre, ma grande sœur, elle dit que c'est à cause de ça, que, et moi, pas du tout. Franchement, moi, je trouve ça cool de la part de ma mère et je suis en mode genre, yes, genre, je trouve ça stylé, je trouve ça avant-gardiste. Et je me dis, c'est un peu intense parce que, en fait, l'idéal, c'est de laisser tes enfants s'habiller comme ils veulent. C'est un peu intense d'interdire un truc parce que c'est la féminité. Mais je trouve que au vu de ce qu'on impose aux petites filles par ailleurs, ça va en fait. Ça Il y a, régule il y un a peu. pire, ouais, tu vois. Et tu pensais être hétéro, en tout cas, tu t'es pas spécialement posé la question jusqu'à ce que tu tombes amoureuse pour la première fois Ouais. d'une fille. Est-ce que avant ça, justement, tu te souviens de comment tu voyais les garçons ado? Est-ce que tu avais un idéal masculin? Est-ce que tu croyais que si tu sortais avec un mec, il fallait qu'il soit comme ceci, comme cela? Alors, c'est assez marrant. J'adore cette question parce que j'ai l'impression que c'est un passé, mais genre tellement lointain. Mais en fait, quand j'étais ado, je voulais absolument sortir avec un garçon. Bah, comme toutes les filles de mon âge, tu vois. Et puis mes amies, elles avaient leurs premières histoires d'amour, leurs premières relations sexuelles et tout. Et moi, j'étais en mode genre, mais moi, ça marche pas. Genre, je sais pas, je comprends pas. Et en fait, j'étais jamais vraiment amoureuse. Et du coup, je cherchais juste à sortir avec un gars beau. Tu vois, j'étais en mode, bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Genre, faut qu'il soit beau, genre, faut que il soit beau objectivement, tu vois. Faut que tout le monde le trouve beau pour sortir avec, tu vois. Et clairement, quand je suis tombée amoureuse pour la première fois d'une fille, j'étais en mode, mais en fait, enfin, on s'en fout, tu vois. Genre, quand tu tombes amoureux vraiment, moi, c'était plus du tout un critère. Enfin, personnellement, moi, dans mon expérience de l'amour, c'était carrément, ça n'existait pas. Et du coup, genre, j'étais en mode, ah ouais, ok, en fait, vraiment, j'ai jamais été amoureuse vraiment d'un garçon parce que je voulais juste qu'il soit beau, tu vois. Je m'en foutais un peu, genre, et quand je sortais avec des garçons, je les trouvais beaux. Mais au bout de 2-3 semaines, j'étais en mode genre, je me sens pas bien, je me sens pas dans un truc naturel là. Tu vois, j'étais là, t'es beau, mais vraiment, genre, le reste, je comprends pas. Il y a aucun truc qui me semble naturel, tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'était vraiment, les garçons, c'était mes potes. Ou alors, il fallait que je sorte avec, mais il fallait qu'il soit très beau. C'est Ouais, juste c'est des ça. critères très rationnels, quoi. Ouais. Qui t'appartenaient pas vraiment. Bah quoi. non, pas du tout. Et à l'inverse, pour être attiré par une femme, est-ce qu'il y a des critères comme ça qui, à tous les coups, fonctionnent avec toi ou c'est vraiment du feeling Non, c'est ça, c'est que du coup, j'ai réalisé que c'était vraiment un truc de feeling et de genre, je vais rencontrer quelqu'un et je vais trouver cette personne-là, genre, incroyable et ça peut être une personne ça peut même être un garçon, tu vois, c'est juste que ça n'a aucun rapport avec son apparence physique, en fait. Vraiment, c'est le truc c'est le dernier truc sur la liste. Donc, c'est des trucs de charisme, c'est des trucs d'humour, comme je te disais, tu vois, moi, j'aime bien rigoler, genre, l'humour, c'est hyper important pour moi, des trucs de vision de la vie, des trucs d'ouverture d'esprit, ouais, de beaucoup de trucs de charisme, en fait, d'un truc qui émane de la personne, et j'ai l'impression que le physique est quand même assez indépendant de ça, tu vois. Et justement, là-dessus, petite transition, mais selon toi, c'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse faire à une femme? Ben, tous les compliments qui ont aucun rapport avec son apparence physique, quoi. Juste de dire à une femme qu'elle est pertinente, qu'elle est intelligente, qu'elle est avant-gardiste, qu'elle est talentueuse dans son domaine, tu vois, qu'elle est drôle, enfin tout ce qui a rapport avec l'intellect, en fait. Et un homme, tu ferais les mêmes? Enfin, tu penses que les mêmes auraient Non. la même valeur? Non, parce que les hommes, ils grandissent, on a l'impression qu'ils sont hyper intelligents de base et qu'ils ont le droit d'avoir accès à tous les métiers les plus prestigieux. Donc, un compliment à un homme, ce serait genre de lui dire bravo, aujourd'hui tu as parlé tes émotions et tu n'as pas été toxique avec les gens autour de toi. Et le plus beau compliment qu'on peut faire à une artiste comme toi? Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens me disent genre que je suis intègre et que ça leur fait du bien de voir quelqu'un qui va au bout des démarches et en fait ça rejoint aussi tout un tas d'autres qualités, tu vois, que j'essaie de cultiver d'honnêteté, d'intégrité, d'ouverture d'esprit, voilà, qui ont rapport beaucoup avec
avec plus l'intellect qu'autre chose, quoi, tu vois. Est-ce que tu as confiance en toi? Quand même plus qu'avant. Parce que la confiance en soi, pour moi, ça évolue en permanence et c'est jamais atteint, tu vois. C'est jamais un truc acquis. Donc, par rapport à avant, vachement plus, genre vraiment. Il y a genre des aspects, des points sur lesquels tu te sens infaillible, où tu sais que là, tu peux compter sur toi et... Ouais. Je sais que, typiquement, tu vois, par exemple, parler en public, faire des interviews, je sais que j'ai une aisance avec ça, que j'ai toujours eu, mais où maintenant, j'adore, quoi. Tu vois, vraiment, je me sens complètement dans mon élément, je suis en totale confiance, je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle, je me renseigne sur les sujets et tout, sur lesquels... Donc, j'ai confiance en moi là-dessus, beaucoup sur mon discours, tu vois, je sais que... C'est bien à 25 ans. Ouais. Franchement, d'être capable de compter sur soi là-dessus. Ouais. Par et contre, de savoir que c'est une force. Ah ouais, franchement, c'est incroyable. Et puis, tu vois, je prends pas la parole sur des sujets sur lesquels je suis pas renseignée et tout. Enfin, j'ai mes petites techniques qui font que j'ai confiance en moi vraiment, vraiment sur cet aspect-là. Par contre, il y a plein d'aspects sur lesquels j'ai pas confiance en moi. Tu vois, là, je suis en train de faire un 3e album et franchement, je doute de ouf. Je suis en totale remise en question de ce que je dois faire, pas faire, où est-ce que je dois aller. Faire mon album pour moi, en ce moment, c'est très dur parce que maintenant qu'il y a des gens qui écoutent ma musique, tu vois, genre, j'ai trop du mal à faire abstraction. C'est sur les sujets, c'est musicalement, il y a des choix sur lesquels tu te sens plus en doute que d'autres? Ben, c'est la globalité. Je suis en mode, qu'est-ce que je fais, en fait? Genre, de quoi je parle dans mon 3e album, quel genre de musique je fais, quelle production je fais, avec qui je fais mon album. Et en fait, j'arrive pas à me poser ces questions-là. C'est là où je trouve que j'ai un manque de confiance en moi là-dessus en ce moment, c'est que j'arrive pas à me poser ces questions-là en pensant juste à moi. Je fais que de penser à genre les gens qui vont écouter mon album, machin. Alors que sur mon album Les Failles, justement, j'ai réussi à faire un album qui me ressemble parce que je me suis pas posé ces questions-là à aucun moment et j'arrive pas du tout à retrouver cet état-là parce qu'il y a des gens qui ont acheté mon album entre-temps et que du coup, genre, c'est un état que je retrouverai jamais. Donc là, je dois composer avec ça et puis il y a aussi des moments où genre il y a des trucs de confiance corporelle entre guillemets, tu vois, où je suis pas toujours au max de mon estime de moi et de ma complexe. Ouais, ça existera toujours, je pense. Ça existera et qui sont toujours. Liés à une forme de conditionnement ou des choses que toi seul vois sur toi? Qui sont liés à plein de trucs. Moi, j'ai été anorexique pas mal quand j'étais plus jeune et ça reste un peu toute la vie. Donc tu vois, genre en vrai, même si t'es guéri et que t'es plus dans un truc de destruction, enfin, je sais pas comment le vivent les autres personnes qui ont été anorexiques, mais ça reste un peu longtemps. Du coup, ça crée des complexes qui, en fait, n'ont pas du tout lieu d'être et qui sont complètement irrationnels, tu vois, et où vraiment... Mais l'anorexie, tu vois, encore une fois, est-ce que c'est pas une maladie qui est créée par le système? Probablement que, tu vois, il y a beaucoup plus de femmes qui sont anorexiques que d'hommes. Probablement qu'il y a des études qui prouvent que c'est lié à des dictates, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas si l'anorexie, ça existait avant, tu vois. C'est une bonne question. Et voilà. Et puis aussi parce que je suis très regardée aussi, tu vois, dans mon métier et que même si il y a des choses de moi que j'aime et que je cultive aussi tout cet aspect intellectuel et tout cet aspect intégrité et tout, ça fait que du coup j'essaie de mettre de côté et de m'en foutre complètement de à quoi je ressemble et de est-ce que je corresponds aux standards ou pas et que justement le fait de correspondre aux standards, en fait, ça a été un truc qui m'a pesé aussi parce que du coup c'est devenu un argument de vente et c'est devenu un truc qui pesait dans la balance et en fait j'essaie juste d'enlever totalement ce paramètre-là de la balance, tu vois, et que la balance soit le talent, l'intégrité, l'humour, enfin toutes ces choses-là, tu vois, et pas à quoi je ressemble finalement. Et du coup, tous ces doutes et ces confiances, est-ce qu'ils viennent se mettre au même endroit, par exemple, quand tu crées? Est-ce que tout vient intervenir dans la création ou est-ce que t'arrives à laisser à distance? Non, franchement, en ce moment, je t'avoue que, sans mentir, à chaque fois que j'essaie d'écrire, j'écris des trucs, je compose, mais je suis tout le temps en train de me dire que c'est moins bien que ce que j'ai fait avant, que ça va être un échec parce que mon album Les Failles, c'était l'apogée de ma carrière alors que j'ai 24 ans, tu vois. Donc, non, ça vient grave, tu sais, c'est un métier où moi, en tout cas, personnellement, je parle de ça, en fait. Dans mes chansons, je parle d'anxiété, je parle de confiance et tout. Donc, forcément, dépendamment de comment je me sens, ça vient, mais c'est marrant parce que, tu vois, quand j'ai fait mon album Les Failles où je parle que de trucs hyper durs, en fait, j'étais pas bien dans ma vie, mais j'avais confiance en moi sur ce que j'étais en train de faire. Et là, je suis hyper bien dans ma vie et j'ai pas du tout confiance en moi sur l'artistique. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a aucune règle, quoi, tu vois. Et dans le grand cahier vert, là, vous avez trouvé la chanson? Je ne l'ai pas trouvée, mais je crois que je m'en souviens.
du sommeil à mon sommeil. Je guette tout un long jour la nuit qui me ramène enfin le sommeil. Le rêve et ses merveilles où de grands oiseaux blancs tournoient lentement pour regarder la neige, de grands oiseaux de neige. Est-ce qu'il y a un endroit ou un moment, enfin un type de situation dans lequel tu te sens parfaitement à ta place, où tu doutes de rien? Sur scène, quand même, quand je fais des concerts, avec mes amis aussi, dans ma vie privée. Il y a des endroits où je sais quand je suis en petit comité avec des amis choisis, tu vois, je me sens bien. Et sur scène, je pense que c'est les deux endroits. Et au Québec aussi, c'est pour ça que je passe un peu ma vie là-bas. Je me sens hyper libre d'être moi-même là-bas aussi, beaucoup plus qu'en France. Donc, ouais, au Québec et puis sur scène et avec mes amis, quoi, globalement. Pas trop dans la rue, pas trop dans ma famille, alors que, tu vois, genre, c'est ma famille, mais il y a plein de trucs sur lesquels je sens que je suis pas exactement comme je devrais être, tu vois. Enfin, il y a des endroits, mais en fait, je passe plus de temps dans les endroits où je sais que je peux être moi-même que, tu vois, c'est un truc aussi que j'ai appris de aller à un concert, par exemple, où tout le monde danse et où tout le monde boit. C'est un truc où je peux pas être moi-même, tu vois. Donc, j'ai appris à cibler, en fait, les endroits où je peux être safe et les endroits où... Et tu vois, je me dis justement, typiquement, les concerts que je fais, moi, mon rêve, c'est que ce soit des endroits safe pour les gens aussi et que les gens, ils viennent et qu'ils soient en mode genre, bah, je peux être qui je veux, être coiffée comme je veux, être habillée comme je veux, faire ce que je veux. Et c'est pour ça que ça me manque. Autant aussi, c'est que de un, c'est mon truc préféré. Et de deux, j'ai aussi l'impression que ça crée, sans prétention, tu vois, mais que ça crée des espaces sécuritaires pour plein de gens aussi, tu vois. Les concerts, mes concerts, je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi, je me sentais safe et j'ai l'impression que les gens aussi, tu vois. Ouais, c'est important. Bah ouais, il y a pas tant d'espaces, il y a plein d'espaces qui ne le sont pas. Pour les femmes, pour les personnes trans, justement, pour les personnes lesbiennes, gays, enfin, tu vois, genre, la plupart des espaces ne sont pas safe pour ces gens-là. Et tu sens que ton public a un genre? Je sens que mon public, la plupart sont queer. Je sens que il y a tous les genres, toutes les identités, toutes les orientations, mais que globalement, j'ai l'impression que la plupart ont mon âge et qui sont soit queer, soit pas queer, mais totalement ouverts et totalement renseignés sur ces questions-là. Après, je suis contente qu'il y ait aussi des enfants et qu'il y ait aussi des gens qui ont 75 ans, et il y en a. Parce que mon premier album était beaucoup plus pop et beaucoup plus genre, tu vois, je faisais des premières parties de Louane dans des aînés, ce qui fait que il y a tout un public aussi pas du tout queer qui suit ma musique et c'est trop bien. Mais j'ai l'impression que les fans hardcore, enfin les gens qui me suivent, tu vois, qui sont vraiment genre là dans le quotidien, globalement ils sont hommes, femmes, personnes trans, personnes non binaires. En fait, ils sont à mon image aussi un peu, tu vois. Il y a Ouais. l'image d'une génération qui repousse beaucoup plus les barrières Exactement. entre les gens. C'est trop bien. Ouais. Franchement, c'est une chance, je suis trop contente et je sais que en vrai, je me mets la pression de ouf pour mon troisième album. Mais ces gens-là, ils sont prêts à entendre à peu près, peu importe là où je vais, je pense qu'ils seront en mode genre, ok. Tu disais que tu étais super sensible. Est-ce qu'il y Ouais. a quelque chose qui t'émeut à tous les coups et qui te fait monter les larmes, qui fait appel à ta sensibilité? Ça peut être une scène de film, un type de musique, une scène de la vraie vie, quelque chose qui te déclenche, quoi. Barbara, la chanteuse, enfin l'artiste Barbara. Quand même, du coup, ça c'est un peu un 360 degrés parce que c'est sa musique, mais c'est aussi elle, son histoire, l'injustice globalement parce que c'est une femme qui a eu une vie un peu hardcore, qui était juive, tu vois, pendant au mauvais moment, qui s'est fait abuser par son père et tout, donc l'injustice et la musique de Barbara, mais l'injustice dans la vie en général, parce qu'en vrai, à chaque fois qu'il y a une injustice, ça me rend folle, tu vois. Et la musique, la musique pure comme ça, des trucs de guitare-voix, des trucs de piano-voix et tout, globalement, la musique minimaliste où les gens, ils racontent leurs trucs profonds et tout, ça me tue un peu, ouais. Et on en a parlé un peu, mais il y a beaucoup de sujets que tu appelles touchy, mais au sujet des failles, mais tu parles des angoisses, de l'anxiété, de la mort, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'oserais pas aborder? T'as une forme de pudeur sur certains sujets? Ben, c'est une bonne question, justement. Je suis à fond là-dedans. En plus, là, avec le prochain album, je suis en mode, est-ce que je peux aller partout? Est-ce que il y a peut-être des choses... Si c'est en rapport avec des gens qui peuvent potentiellement écouter et se reconnaître, je trouve ça dur, mais je l'ai déjà fait.
J'ai parlé de ma mère dans On brûlera. J'ai parlé de mon père dans 1996. Donc, et ils les ont écoutées, les chansons. Mais c'est tellement intense, tu vois, du coup, de se dire, OK, c'est des trucs que j'ai jamais vraiment dit à mes parents. Et donc, c'est des trucs qui sont pas faciles à faire. Mais en même temps, comme je l'ai déjà fait, je me dis, pourquoi je le referais pas? Et surtout que ça me fait du bien. Et souvent, ça fait du bien à tout le monde, en fait. C'est une manière d'écrire une lettre, en fait, à ton père ou à ta mère ou à la personne à qui t'as jamais dit tel truc qui est plus ou moins facile à dire, tu vois. Donc, je pense que la magie de la musique et de mon rapport à ça, c'est que justement, je me censure pas vraiment. Par contre, après, je choisis mes mots et je choisis la manière dont j'en parle, tu vois. Mais je crois que j'ai envie de pouvoir aller partout et de pouvoir dire toutes les choses les plus intimes, tu vois. Franchement, il y a pas grand-chose que les gens ils savent pas de moi, avec en sous-couche et en métaphore, tu vois. Mais moi, en vrai, ce que j'ai mis dans mon album, c'est à peu près toutes les choses les plus intimes de ma vie, tu vois. Donc non, j'aimerais bien continuer à avoir cette liberté-là, mais c'est un truc qui est pas facile à... Justement, ça rejoint aussi la confiance en soi, parce qu'il faut quand même avoir assez confiance pour se dire que c'est OK, c'est pas dangereux, que ça va pas me mettre dans des positions d'insécurité et tout. Donc j'essaie justement de retrouver l'accès à ce truc-là, d'être en mode c'est OK, d'avoir eu des traumas ou d'être fragile ou de parler de trucs intimes, quoi. Et j'ai un peu du mal justement à retrouver ce truc-là. Ça me fait peur parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de monde qui écoute ma musique qu'il y a 3 ans, tu vois. Est-ce que tu aurais un conseil aux hommes qui nous écoutent et qui se questionnent sur la masculinité ou sur leur compréhension des femmes, si tu avais un message à laisser aux hommes qui aimeraient mieux comprendre, se comprendre eux-mêmes ou comprendre les femmes en général ou les autres? En vrai, je crois que on parle beaucoup de à quel point c'est dur d'être une femme dans la société, ce qui est vrai. Je pense que on sous-estime le poids que portent les hommes sur les épaules, et ça n'excuse pas du tout, tu vois, les violences et les comportements toxiques, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les clés qu'on a, je pense que n'importe quel homme qui grandit dans cette ère et dans cette société a assez de clés en main pour se rendre compte qu'il y a des choses qui, certes, qui sont systémiques, mais qui, en fait, sont très faciles à renverser. Donc, je pense que si j'étais un homme aujourd'hui, je me nourrirais de toutes les sources qui sont libres d'accès, qui sont gratuites, qui sont des comptes Instagram, qui sont des articles sur le net, qui sont des militantes, des personnes influentes qui aujourd'hui ont un discours qui déconstruit justement toutes ces obligations toxiques, toute cette masculinité toxique, toute cette féminité toxique qui n'a pas lieu d'être. Et je remettrai en question aussi tous mes comportements du passé, parce que en fait, je pense que même le mec le plus éveillé peut à un moment donné avoir blessé quelqu'un et avoir fait quelque chose de problématique. Et je pense que faire un espèce d'état des lieux, c'est un peu la première étape de genre, OK, depuis que je suis un homme en contact avec les autres humains, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai dépassé une limite? Est-ce que j'ai toujours demandé le consentement? Et je pense que la remise en question dans n'importe quelle situation problématique, c'est le premier truc, quoi. En fait, c'est cool de partager des trucs féministes, mais quand toi-même t'as pas checké, en fait, genre, il y a énormément de mecs, tu vois, qui essayent, du coup, d'adhérer au mouvement féministe, mais qui, en fait, ont pas commencé par faire leur propre cheminement. Donc, je pense, tout simplement, se sonder soi-même. Je déconstruis ma masculinité, ça passe, je pense, par se remettre en question, et comme n'importe qui potentiellement a blessé des gens ou a eu un comportement problématique, tu vois. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.